Он своим творчеством сумел, так сказать, возвысить кинематограф до высот соседствующих, более старших видов и жанров искусства. Это первая причина. Il est très intolérant, Bresson, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas sa façon à lui de faire du cinéma, il a un grand mépris et il considère que, en dehors de lui, pratiquement le reste du cinéma des cinéastes n'existe pas. J'ai le sentiment d'avoir appris à être difficile dans mon choix pour tout. Bon, je pense que j'avais ça en moi, mais je crois que Bresson m'a servi de révélateur. I mean, I think it's extremely difficult to make a film like Bresson does because he makes it appear so simple. It's like a simple recipe. He says, this is how you do it. Yet every time someone tries to copy, the souffle falls flat. Danke, meine Herren Offiziere. Si vous pouvez vous asseoir. Il faut arrêter, autrement il ne revient plus. C'est simple, alors. Vous m'entendez, monsieur? Je m'excuse, mais c'est comme ça. Could you please sit down? Could the cameraman sit down, please? And that means you. Het filmfestival van Cannes. De 81-jarige Franse filmer Robert Bresson geeft een persconferentie ter gelegenheid van de première van zijn nieuwste film. Het is voor het eerst in lange tijd dat deze cineast, die gewoonlijk de publiciteit schuwt, zo in de openbaarheid treedt en zich laat filmen en fotograferen. Bon, on commence de conférence de presse du film que vous venez de voir, L'Argent. Alors, à qui la première question? Who has the first question? Oui? I didn't understand exactly why the wife of Yvon leaves him. À qui vous adressez la question? Je n'ai pas compris non plus. La question, c'est pourquoi la femme d'Yvon le quitte. Je dis que je n'ai pas compris non plus. La femme non plus, personne n'a compris. Il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de sentir, ce n'est pas la même chose.
It's not a question of understanding, it's a question of feeling, which is not exactly the same thing. Monsieur Bresson, je trouve votre film pas très plaisant, mais intéressant. Vous avez une écriture tout à fait spécifique que je qualifierais de frustrante pour le spectateur. Si vous êtes d'accord avec cet adjectif-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et pourquoi faites-vous des films frustrants pour les spectateurs? Pourquoi faites-vous des films quoi? Why do you make films that frustrate the spectator? And do you agree that you do? Oui. Frustrant pour le spectateur. Frustrant. Ah oui. De quel spectateur parlez-vous? What spectators are you talking about? Bresson is geen bekende naam bij het grote publiek. In filmkringen echter geldt hij als een van de grote meesters, vanwege zijn volstrekt eigen filmstijl. Zelf noemt hij die stijl de cinematographe, om haar te onderscheiden van de gebruikelijke manier van filmen, de cinema. Voor ons, als filmstudenten, was de kennismaking met Bressons films een schok. Ze waren anders dan alles wat we op de filmacademie leerden. Zijn stijl onderscheidt zich door een grote soberheid. Tu sais où tu vas? Oui, Où? chez lui. Il n'habite nulle part. Il a un logement. Tu vas faire mourir de chagrin tes parents. Je n'y peux rien. Tu l'aimes tant que ça? C'est toi que j'aime, Michel. Lui, c'est autre chose. Pas un véritable amour. Quoi alors? Je ne sais pas. Il m'a demandé d'être ici à 5 heures et j'y suis. Il se peut qu'il ne vienne pas du tout. Et voilà. We zagen die stijl in Bressons oude zwart-wit films, maar ook in zijn meest recente, over onze generatiegenoten. We besluiten het nader uit te zoeken. Maar Bresson wil niet gefilmd worden. Hij weigert het al jaren, zegt hij door de telefoon. Er zijn niet veel biografische gegevens bekend over Bresson. Geboren in 1901, maar volgens hemzelf 6 jaar later. Na een klassieke schoolopleiding werkzaam als schilder en modefotograaf. In de jaren 30 overgestapt naar film. Schrijft enkele scenario's en regisseert een korte komedie die nooit is teruggevonden. In de oorlog, in krijgsgevangenschap, ontstaat het idee voor zijn eerste speelfilm. Deze realiseert hij in 1943. 1945. 1951. 1956. Je me souviens que je le regardais travailler et ça paraissait à la fois très simple
est complètement incompréhensible. C'est-à-dire que personne sur le plateau ne semblait comprendre ce qu'il faisait. Il refaisait, par exemple, un plan très simple, il le refaisait 50 fois. Et on ne savait pas très bien pourquoi il le refaisait 50 fois. Mais je comprends ça très bien, moi, maintenant que je fais des films, parce que ça m'arrive aussi, et quelquefois, comme metteur en scène, les techniciens me regardent comme si j'étais fou, parce que je cherche quelque chose, mais je ne sais pas très bien quoi, et puis ça arrive, je dis, voilà, c'est ça que je cherchais, mais je ne savais pas le dire. Et je crois que Bresson, sa méthode est une méthode de recherche. Je ne crois pas qu'il sait exactement ce qu'il fait quand il travaille, mais je crois que c'est pour ça qu'on lui reproche souvent d'avoir des dépassements dans ses films et de dépasser ses budgets. C'est parce que il cherche, et il cherche tout seul. Et il trouve, il finit par trouver, mais c'est toujours très mystérieux, et c'est quelque chose que je crois qu'il ne peut pas vraiment lui-même savoir à l'avance. Il nous a beaucoup influencés parce qu'il a été notre modèle, il a été notre exemple d'un homme qui refusait toutes les concessions commerciales et qui faisait du cinéma pur, et qui était, de tous les Français, il était vraiment l'auteur, celui qui concevait son film depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Donc il était le maître d'œuvre solitaire et total de son œuvre, et dans ce sens, nous l'admirions tous beaucoup. Je ne peux pas dire que ni Truffaut, ni Godard, ni Chabrol, ni même Romer, en fait, ne sont des gens qui ont vraiment... Leur cinéma est très différent de Bresson, et le mien aussi, j'imagine. Encore que peut-être les gens disent que je suis celui qui a été le plus influencé par Bresson, mais en fait, certainement, il a été notre phare, l'homme que nous admirions, et nous voulions tous être Bresson. 1959. 1962. Мы изучали западное кино у себя в институте в Москве, но эти фильмы, которые я смотрел, не входили в эту программу. Меня интересовали другие проблемы. То есть меня интересовали картины, которые я сам разыскивал в нашем архиве, киноархиве, синематеке. Так сказать, меня поразила совершенно Жанна Дарк своей какой-то абсолютной независимостью от зрителя, своей совершенно полной несовместимостью до такой степени, что, так сказать, перед зрителем эта картина возникала не как зрелище, а как кусок природы и жизни. Хочешь, смотри на нее, хочешь, не смотри. Хочешь, принимай этот фильм, так сказать, как искусство, хочешь, не принимай. То есть вот такая независимость от своего творчества, от мнения зрителей и критики, так сказать, стала для меня навсегда, так сказать, символом поведения, так сказать, режиссера перед лицом публики. Мне близок Бresson именно тем, что среди многих художников, стремящихся к простоте и глубине, он один из тех немногих, который ее сумел достигнуть в своей, так сказать, в своем творчестве. Это такое самое главное, потому что все мы стремимся к простоте, любой художник, маломальски серьезный, стремится к простоте, и немногим из нас удается этой простоты достигнуть. Бresson среди тех, кому это удалось. 1966. 67. 69. Quand je tournais avec Bresson, il y avait des choses dont je me souviens bien, qui me semblaient assez extraordinaires. C'était d'abord le ton sur lequel il fallait parler, la voix, ce qu'il fait avec la voix, ce qu'il fait avec l'être lui-même, c'est-à-dire je crois qu'il recherche
Après, j'ai analysé ça simplement, comme vous savez, quand on veut perdre un petit peu le contrôle de soi, on peut tourner, par exemple, sur soi-même, plusieurs fois dans de chaque sens, comme danser, comme ça. Et après, on sait plus, on n'a plus conscience on a comme du poids qui est parti. Et tourner avec Bresson, c'est un peu comme ça à chaque fois, chaque jour, c'est comme ça. On a vraiment le sentiment qu'il s'arrange pour que vous vous vidiez de toute pensée qui serait est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, comment est-ce qu'il faut faire, mon Dieu, etc. Plus de questions. Ça se traduisait par exemple par quand je devais parler avec quelqu'un, je regarde souvent, quand je parle, je regarde la plupart du temps les gens dans les yeux. Et là, avec lui, c'était tous les jours, systématiquement, il me demandait de regarder la personne à l'oreille, toujours à l'oreille. Quoi qu'il arrive, je devais regarder la personne à l'oreille. Et c'est très curieux parce que ça change complètement. Évidemment, ça paraît tellement curieux. Quand on a tourné avec Bresson, on a du mal après à devenir vraiment acteur, c'est-à-dire à exhiber de façon... on a tendance à gommer le jeu après. Et quand on doit tourner d'autres films, en principe, les acteurs, on leur demande justement de ne pas gommer, mais au contraire de faire les choses en exagérant. Donc, c'est comme tout dans la vie, c'est toujours gagner quelque chose pour perdre autre chose. Hein? 1971, 74, 77, 1983. Bresson heeft maar 13 films gemaakt in een periode van 40 jaar. Films die veel prijzen hebben gewonnen, maar weinig publiek trokken en in een enkel geval zelfs leidden tot het faillissement van de producent. Allô, c'est Majestic. Bonsoir, est-ce que vous pouvez me donner la chambre de Monsieur Bresson, s'il vous plaît? Alors, je vais rappeler. Merci. Au revoir. Bresson spreekt zich niet graag uit over zijn films. Maar enige jaren geleden verscheen er een boekje van hem met aantekeningen over zijn filmstijl die hij door de jaren heen had verzameld.
Lancelot. Lancelot. Bij Bresson laat de camera veel niet zien. Vaak zien we alleen stukjes, onderdelen van een groter geheel. Hier wordt een heel riddertoernooi weergegeven met slechts een paar beelden, die telkens herhaald worden. Van een vlag, paardenbenen, een lans. Nooit zien we de toernooibaan in zijn geheel. De beelden laten alleen het hoognodige zien, de essentie. Lancelot. Guenièvre. Tu es vivant et tu es là. Rien plus jamais ne t'écartera de moi. Tout est achevé pour nous autres ici en Bretagne. Je ne puis plus attendre. Dis-le, ce mot. Je t'aime. Encore. Répète une fois encore. Je t'aime, il faut me croire. Je te crois. Mais qu'as-tu? Donne-moi la main. L'autre que tu me caches. Ton doigt est vide. Tu as retiré mon anneau. Parle, cesse de m'effrayer. Le Graal, je l'ai vu. Le Graal? Une nuit dans une chapelle en ruine où j'allais prendre refuge. Une voix qui me reprochait fourberie, félonie, mensonge m'a fait reculer. Cette voix, je l'ai encore dans l'oreille. Tu l'as rêvé. Je ne serai plus ton amant, Guenièvre. Je t'ai juré à Dieu sur mon épée nue. Tu as fait ça? Je l'ai fait. Pour que Dieu t'entende, il t'aurait fallu être délié d'un autre serment. Je te demande de me délier de ce serment-là, Guenièvre. Mais je m'étais donnée à toi tout entière, et tu m'avais prise. Bij Bresson wordt niet geacteerd zoals we het gewend zijn. Zelfs de meest emotionele dingen worden hier uitgesproken op vlakke toon en zonder uitdrukking op de gezichten. Het lijkt soms wel of deze personen tegen zichzelf praten. Bresson werkt ook nooit met professionele acteurs. Die horen thuis in het theater, vindt hij. Hij gebruikt uitsluitend nieuwelingen.
Modellen noemt hij ze. En hij oefent vaak langdurig met hen om ze de teksten te laten uitspreken zonder enige intonatie. Après 3 semaines d'efforts, faisant le moins de bruit que je pouvais, j'étais parvenu à séparer dans le sens de la longueur 3 planches. Mais elles restaient fixées au cadre en haut et en bas par des tenons contre lesquels se tordait le manche de ma cuillère. Faire éclater la partie du cadre qui les maintenait, et pour cela me procurer une autre cuillère afin d'exercer une pression suffisante. La Bible? J'ai de la chance. Un miracle. C'est vrai que depuis hier, tout a changé. Silence, pas parler. Moi aussi, j'ai de la chance. Le cadre éclata, mais sur une surface plus grande que je n'avais prévu. Je pus remettre le morceau en place et le faire tenir. Het lijkt wel of in Bressons films opwinding en spanning expres worden weggehaald. In deze film is de afloop van het verhaal al bekend door de titel.
Er is weinig actie en er gebeuren helemaal geen spectaculaire dingen. Wel is er veel herhaling. Er heerst een ritme van gelijkmatigheid. De gevangene vertelt bovendien vaak letterlijk wat er ook al in beeld zichtbaar is. En ook wordt er geen muziek gebruikt om het spannend te maken. Deze stijl van weglaten lijkt op het eerste gezicht koel en afstandelijk. Spanning wordt weggedrukt, emoties worden ingehouden. En toch is er spanning en emotie voelbaar. Il y a à dire les choses mécaniquement. Mais au fur et à mesure qu'on les dit mécaniquement, il y a un passage à l'intérieur de la personne et un retour qui fait que cette mécanique devient vivante. Ça ressemble beaucoup à la façon de jouer du piano d'un grand pianiste, pas un virtuose, mais d'un grand pianiste qui était Lipatti. Et Lipatti donnait de l'émotion avec de la retenue et de la régularité. C'est en se retenant, son émotion même, en essayant même de la supprimer et en se régularisant le plus possible, il arrivait à donner une émotion qu'aucun virtuose n'atteignait. Eh bien, il y a un peu la même chose. C'est à la fois en se retenant et en parlant mécaniquement que tout à coup quelque chose s'accroche. Bonjour, est-ce que vous pouvez me donner la chambre de monsieur Robert Bresson, s'il vous plaît? Oui. De Amerikaanse regisseur en scenario-schrijver Paul Schrader schreef op 26-jarige leeftijd het boek Transcendental Style in Film, waarin hij de films van Bresson analyseert. I was raised in a religious background, Dutch Calvinist, in which movies were prescribed, forbidden by the church. And so naturally I became interested in movies. And I thought movies were purely secular and kind of forbidden entertainment. And then when I was in college and I happened to see Diary of a Country Priest, it hit like a bombshell because I realized that movies could also address the kind of religious concerns which I was raised with. So that Bresson was kind of a magic catalyst for the forbidden side of my life and the church side. Could you tell some more about these religious aspects of Bresson that you recognized? Well, he lays out a way, almost like a path through a garden. And if you walk this path and see what he shows you, you will eventually reach a point where your eyes will be lifted toward a deeper, more spiritual feeling. And this is a transcendental style. And it strikes me that this style works at three different stages. One is a meticulous recreation of daily life, to give the viewer the sense that nothing can happen. So that mundane events, the quotidien, over and over again. Often you hear or see the same thing 2-3 times on top of each other. Somebody does something, you see them write about it, and then you hear them narrate about it. And you get the feeling that nothing can happen in this life. It is all daily little pieces.
Yet through it all, there's a kind of hint of something that is going to happen. And maybe it's a little bit of music here or there, and a sense of disparity, a sense of unnaturalness between the cold blank stares of the protagonist and the lovingness in which their faces have been selected. There's a tension there, and you don't quite understand what that tension is all about. Then, at a crucial moment, both in the films of Bresson and of Ozu, this disparity explodes. And there's a critical moment where, as if you have a very placid oil field, and all of a sudden, without warning, a gusher occurs. And in Ozu's films, it's often tears. And in Bresson's films, it's a kind of burst of emotional involvement, like at the end of Pickpocket, when he says, Jean, it's taken me so long to come to you. And then the audience is battered by this sudden eruption of emotion, and then there's peace again. And the peace is usually followed by a symbol and icon, whether that be the burning stake in Jeanne d'Arc, the cross in Country Priest, and that is the stasis. It's like the stake in Jeanne d'Arc Bresson is saying that it took, Christianity several hundred years to develop the icon of the cross, so that now you can see a cross and it has iconographic power, that you feel something when you see a cross. And that was slowly developed through theology and through generations. He says, well, I'm going to do the same thing in an hour and a half in a movie, and I'm going to leave you with an icon, which is this charred stake. And I want you to have the same feeling about that charred stake that you do at the cross. Now, did Bresson ever comment on your views of his work? Oh, I think that when I sent him a copy of the book, or at the time I was working at the book, I had written a couple articles. He wrote a very nice note saying that he found the ideas interesting and perhaps true or somewhat true. But, I think he's a smart enough man not to talk about it when he can do it. And did you ever speak to him personally? Oh, I interviewed him quite a few years ago for Film Comment magazine. And it's published in that magazine, but it's a rather strange interview because I asked a series of questions and he gave a series of answers, and they never met. I had certain questions I wanted to ask, and he had certain answers he wanted to give, and we each did our respective jobs, but the questions were never answered. Een jonge dorpspastoor wordt verteerd door een heilig lijden. Hij vindt rust in het aanvaarden van de dood. Een ter dood veroordeelde gevangene probeert te ontsnappen. Door een combinatie van doorzetten en toevalligheden lukt het hem tenslotte. Jeanne d'Arc volhardt tegen enorme druk in haar geloof dat ze door God gestuurd is. De dood op de brandstapel betekent voor haar een verlossing. Het zijn verhalen van lijden en loutering.
De hoofdpersonen bereiken tenslotte een verlossing. Het accepteren van hun lot betekent voor hun een bevrijding. In de latere films van Bresson lijkt er iets te veranderen. Een jong meisje ziet geen perspectief in haar liefdeloze bestaan en kiest voor de dood. Een man probeert na te gaan of hij schuldig is aan de zelfmoord van zijn jonge vrouw. In een wereld waar zijn liefde verboden is en menselijkheid onmogelijk, blijft Lancelot geen andere weg over dan de dood. Een jonge scholier vindt nergens een reden om te blijven leven en laat zich tenslotte doodschieten. De toon lijkt somberder geworden. De films eindigen bijna steeds met de dood of zelfmoord. Où va-t-on? Comme tu veux, ici ou là. J'avais cru que dans un moment aussi grave, j'aurais des pensées sublimes. Tu veux que je te dise à quoi je pense?
Allô, bonsoir, Monsieur Bresson. Oui, c'est Jurien Rode, l'Hollandais. Oui, je m'excuse de vous appeler à cette heure, mais je voulais demander si vous avez peut-être demain un peu de temps pour nous, comme on avait dit quand on se rencontrait à Paris. Oh non, j'ai vu le film ce matin, oui, mais pour nous, alors... Oui, pour venir avec les 2 ou 3 petites questions, c'est comme on avait dit. Alors, une seule, oui. On va remarquer au passage l'arrivée de l'équipe de Monty Python. Tandis que vous le voyez sur la droite par rapport à l'escalier, le festival dévoile ses charmes. L'arrivée de Mademoiselle Formarmentière, venue directement du Nord jusqu'à Cannes, en compagnie de Louis Gasset, Valérie Renaud. Monsieur, Madame, meine Damen und Herren, my lords, ladies and gentlemen, j'ai l'honneur de donner le Grand Prix de cinéma de création à Robert Bresson. Pour l'argent. Monsieur Bresson, en regardant vos films, on a le sentiment qu'il y a une morale là, une morale assez sombre, disons, assez pessimiste. Et on a même le sentiment que pendant vos films, la morale est devenue plus sombre, tant qu'on avait le sentiment que c'était presque une contradiction entre ce pessimisme et la beauté de la forme. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Vous confondez le mot pessimisme avec le mot lucidité. Cette lucidité n'est pas forcément pessimiste. Oui. Mais la morale aussi, la morale est une chose plus large. La morale, je ne conçois pas une morale noire. Mais et les deux choses. La tragédie grecque est-elle un pessimisme, la tragédie grecque? Alors c'est plutôt la lucidité. Je crois que, pour moi, je me sens plutôt lucide que pessimiste. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je constate simplement, et il m'est difficile maintenant de prendre des sujets qui sont en dehors de notre époque. Je ne peux pas faire autrement que de rester dans mon époque. Je sens qu'il y a des menaces très lourdes sur le monde entier et qu'il vaut mieux être lucide sans être forcément pessimiste. Vous ne vous regardez pas comme pessimiste, c'est ça? Non, l'alliance de la recherche de la beauté et d'une certaine lucidité, les deux choses ne se contredisent pas du tout, mais pas du tout. Je ne vois pas qu'il y a contradiction. Mais la beauté dans le cinématographe doit être neuve. Je veux dire, si le cinématographe devient un art, tout art a sa beauté,
Mais il faut profiter de ces deux appareils extraordinaires qui sont la caméra et le magnétophone, surtout de leur assemblage pour écrire quelque chose sur l'écran. Il faut que ce soit neuf, puisque nos appareils sont tout neufs, ils nous tombent du ciel tout neufs. Il faut s'en servir comme d'appareils neufs pour faire du neuf. Et ce neuf doit être beau si on a un certain idéal de beauté pour les choses en général, pour les personnes et les choses en général. Est-ce que vous croyez que vous êtes changé pendant votre œuvre, disons... J'espère que j'évolue, en effet, et je pense que ce dernier film a pour moi en tout cas du nouveau, c'est-à-dire à la fois un acharnement à vouloir les choses concentrées, rapides, et neuves, et en même temps une grande liberté, une grande spontanéité, une grande liberté. Je fais ça parce que je le sens, donc je le fais. Tant pis si c'est pas bien, si c'est bien, bravo. Mais voilà comment j'ai travaillé. Malheureusement, il y a tout un public, qui fait tout le public du cinéma, que les Français appellent le ciné, qui est la simple photographie du théâtre. Alors, ils veulent pour ça d'abord qu'on voit les personnes entières, et pas leurs mains, ou leur visage, ou leurs coudes, ou leurs jambes. Moi, quand je traverse un boulevard, je vois des jambes qui marchent, des jambes en marche. J'ai fait des jambes en marche. Je n'ai pas eu une seconde d'hésitation. C'était ça pour moi le boulevard à Paris. Mais ils n'ont pas vu qu'il y avait tout de même une certaine beauté à faire le personnage qui arrivait parmi ces jambes, qui était jambes lui-même, et qui tout à coup s'asseyait et que nous ayons en pleine vision. Parce que ça, ils ne voient pas, ils ne ressentent pas plutôt. Ils attendent un dialogue explicatif et il n'y en a pas. C'est l'image combinée avec le son qui explique. Est-ce que le public va comprendre ce style? Mais non, il ne comprend pas. Il faut comprendre. Si on lui donne toute la journée des films qui sont de la photographie d'un spectacle, il ne comprendra pas. Il cherche le jeu des acteurs et leur façon de parler, les modulations de leur voix, leur réussite. C'est tout ce qu'il cherche. Il voit. Et s'il n'y a pas de jeu, et s'il n'y a pas des acteurs connus, il voit le vide. Je les comprends très bien. Alors, mais le cinéma doit évoluer, il ne peut pas rester éternellement dans cet état, et le cinéma peut être une chose immense. Et est-ce que il doit évoluer. Voilà, je finis là-dessus. Je peux vous demander seulement un conseil à des jeunes cinéastes? C'est la dernière question. Je finirai par une phrase de Stendhal qui est très belle, que vous connaissez sûrement, qui est « Ce sont les autres arts qui m'ont appris l'art d'écrire ». Et pour André Tarkovsky pour Nostalgie. Dans le silence, avouez que c'est quand même un beau plateau, donc si on fait ça. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que